Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de février. J'ai pas mal de lectures dont je vais vous parler, je crois que j'en ai un truc genre 16, donc on se lance directement et comme d'habitude on commence par les livres que je n'ai pas avec moi, donc j'ai soit lu au format numérique, soit écouté en livre audio. Et le premier c'est A Tempest of Tea de Asfa Faisal que j'avais eu sur NetGalley UK, très contente. C'est un livre par l'autrice de Chasseurs de Flammes et d'ailleurs ça se passe dans le même univers. Il faut savoir que moi Chasseurs de Flammes c'est pas un livre que j'avais apprécié, voilà je l'avais DNF avant, avant la fin, mais je voulais tenter celui-ci parce que ça n'avait pas l'air d'être dans la même vibe, donc je me suis dit je vais essayer. Et celui-ci c'est vraiment parfait pour les fans de Six of Crows et de Peaky Blinders. C'est un parfait mélange entre les deux, avec le trope de la fin de famille qui est absolument parfaitement réalisé dans ce livre-ci. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la romance. Je sais pas si c'est vraiment essentiel d'avoir lu Chasseurs de Flammes, on a des références à l'univers, mais je pourrais pas vous dire ce que j'ai loupé en ne l'ayant pas terminé, puisque je l'ai pas terminé, mais voilà, je pense que vous pouvez le lire sans, mais que ça apporte certains éléments de l'avoir lu avant, et voilà. Je peux que vous dire que si vous avez aimé Six of Crows et Peaky Blinders, il faut le lire. Ça se passe aussi dans un univers avec des vampires et on y suit donc une sorte de gang de pareil, de parias un peu de la société qui vont réaliser un heist comme on a souvent dans ces livres-ci pour essayer de reprendre le contrôle sur la ville, entre grosses guillemets. Je ne veux pas trop vous en dire parce que moi je l'ai découvert sans connaître le résumé et j'ai beaucoup apprécié de cette façon. Ensuite en audiobook j'ai écouté Yellowface de R.F. Kuang. Celui-ci, je m'attendais à adorer et j'ai eu une lecture plutôt mitigée. En fait, dans celui-là, on y suit une jeune femme qui a toujours voulu devenir autrice mais qui n'arrive pas à devenir autrice à succès jusqu'au jour où une de ses amies, entre grosses guillemets, parce qu'on va dire que c'était une relation un peu à sens unique, décède. Et bien, notre personnage principal va voler le manuscrit donc d'Athéna, cette jeune femme qui est morte. Sauf que le problème, c'est que c'est un livre qui vient parler de l'histoire du peuple asiatique et notre personnage principal n'est pas du tout asiatique, donc d'où le nom Yellowface. Et c'est un livre qui s'inscrit, je trouve, beaucoup, c'est fait exprès de toute façon, dans notre culture actuelle, dans les problématiques actuelles. Il y a beaucoup de références d'ailleurs aux choses qui se sont passées, comme l'auteur qui avait Review Bomb d'autres sorties d'auteur, bref, et donc c'est un livre qui est vraiment très inscrit dans l'actualité. Le truc qui m'a dérangé, c'est forcément on suit un personnage principal du coup qui est très antipathique, mais au-dessus de ça, le livre n'a pas réussi à me happer en fait en plus, c'est-à-dire que l'intrigue autour de ce qui s'est passé avec Athéna et le mystère qui plane un peu autour, j'ai pas réussi à être impliquée dedans, c'est pas un truc où j'étais à fond dans l'histoire, donc c'était un livre intéressant et j'ai bien aimé la manière dont il traitait les différents propos qui étaient abordés, mais sans plus. Ensuite, j'ai écouté Les Grands Oubliés de l'Histoire de Titiou Lecoq au format audio, et alors celui-ci vraiment c'est une pépite. Il est narré par l'autrice au format audio et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle vient le narrer avec pas mal de touches d'humour et elle rend son récit très vivant, il n'y a rien de rébarbatif puisque pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, c'est donc comme le titre l'indique, un livre qui est écrit par une journaliste qui va démontrer en fait l'importance qu'ont eu les femmes dans notre histoire de la préhistoire jusqu'à nos jours et comment on les a un petit peu effacées, comment est-ce que dans nos cours d'histoire, à chaque fois on skip un petit peu les femmes importantes au profit des hommes alors que certaines ont eu un rôle tout aussi important, voire plus important. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout ce côté rébarbatif, c'est vraiment très très bien vulgarisé et il y a beaucoup d'humour, ce qui fait que ça se lit tout seul. Et j'ai ajouté plein d'autres livres de cette autrice dans ma wishlist parce que j'ai adoré sa plume et surtout c'est un sentiment très étrange de se rendre compte de tout ce que certaines femmes ont fait pour notre histoire et à tel point on ne le sait pas en fait, et quand on est confronté à ça on se rend compte, on le sait déjà mais on se rend compte de l'ampleur du problème entre grosses guillemets et on espère que ça va permettre de faire changer un petit peu les choses et que les programmes d'histoire notamment vont s'adapter pour se remettre dans le droit chemin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour celui-ci, j'ai adoré. Je regarde à chaque fois là-bas parce que c'est là sur mon iPad que c'est écrit les livres que j'ai lus en format soit e-book soit audio. Et le dernier que j'ai lu en e-book, il va de pair avec celui-ci puisque c'est le tome 2. Donc j'ai lu La femme de ménage et The Housemaid Secret, donc le tome 1 et le tome 2 de Frida McFadden. J'ai lu les deux parce que c'est le tome 2 qui a remporté une catégorie des Goodreads Awards et comme vous le savez, j'essaye de tous les lire. J'ai quasiment fini, une fois que j'aurai fini Au lit de Stephen King, j'aurai lu tous les gagnants en tout cas dans les catégories que je voulais lire des Goodreads Awards. J'en aurais lu je crois 10 sur les 15 catégories. Voilà. Et donc pour ça, j'ai lu La femme de ménage et The Housemaid Secret. J'ai adoré La femme de ménage, ça a été vraiment une super lecture.
Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des thrillers dans ce style-là. Il me semble que l'autrice, en plus d'être auteure, est aussi médecin. Et je trouve que ça se sent. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a cette capacité à très bien penser son récit pour qu'il n'y ait pas de petite incohérence et qu'à chaque fois qu'on ait une théorie, elle soit capable de la prévoir et de la débunker. Ce qui fait qu'en fait, du début à la fin du récit, on est vraiment dans le, comment dire, dans la tête du personnage à essayer de comprendre ce qui se passe, mais en même temps le personnage principal a aussi ses propres secrets qu'elle nous cache, et vraiment j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le tome 2, mais le tome 1 vraiment reste mon préféré de la saga. Et pour vous parler un petit peu du résumé, on y suit donc l'histoire de Millie qui fait chaque jour le ménage dans la belle maison d'une riche famille new-yorkaise, et elle va récupérer aussi leur fille à l'école, elle prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre qui est au grenier. Pour elle, c'est vraiment une chance de repartir de zéro, sauf qu'en dehors de cette image bien respectable, eh bien sa patronne, elle est de plus en plus instable et toxique, et il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier, le fait que Madame Winchester, donc sa patronne, ait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Mais heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable, mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée se ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Et vraiment, trop bien. C'est pas un thriller qui fait super peur, il n'y a pas de scène extrêmement gore, donc je pense que c'est pas mal aussi pour les gens qui souhaitent tester ce genre-là, qu'ils ne connaissent pas. Je pense que c'est un des livres que je conseillerais. Et voilà, le tome 2, je vous donne pas le résumé parce que ça spoil, mais en fait vous savez, c'est fait de manière à ce que ça spoil très légèrement le tome 1, mais ça vous spoilera pas l'intrigue du thriller entre guillemets, mais ça vous spoilera ce qui arrive ensuite au personnage principal. Donc voilà, un peu comme dans les Frank TV en fait. Et maintenant, je peux les prendre comme ils sont sur ma pile. En premier, on a Elle est le vent furieux de Sophie Adriansen, Marie Aligno, Marie Pavlenko, Colleen Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco, qui est un recueil de nouvelles un petit peu dystopique, post-apocalyptique sur ce qui se passe si on continue de traiter notre planète de cette manière-là, de polluer, de traiter nos ressources, voilà. Et autant il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, autant il y a des styles, des plumes que j'ai beaucoup moins appréciées, et c'est un peu mon problème avec les nouvelles où il y a plusieurs auteurs, c'est que le niveau est souvent comme ça, selon bien évidemment ma subjectivité, parce que moi je vais aimer des nouvelles et vous allez préférer les autres par exemple. Mais voilà, du coup j'ai un peu de mal parce que c'est pas un format que j'ai envie de dévorer, puisqu'une fois que j'ai terminé une nouvelle que j'ai bien aimée, je peux enchaîner avec une nouvelle que je vais beaucoup moins apprécier. Donc bon. Ce mois-ci, j'ai aussi lu The Bright Test de Hélène Wang par l'autrice de The Kiss Quotient. J'avais adoré The Kiss Quotient, donc voilà, j'avais beaucoup d'attentes pour celui-ci. J'avais mon amie Mathilde qui avait adoré, mon amie Lauralie qui avait beaucoup moins apprécié. Je dois dire que je suis plutôt du côté de Lauralie. Je vous en ai parlé dans un vlog lecture celui-ci, donc je vais aller assez vite, mais j'ai eu du mal à être à fond dans la romance à cause des personnages. C'est-à-dire que je voyais leur alchimie, mais il y avait ce truc de le personnage principal féminin respecte pas du tout les barrières, et ça m'a un peu dérangé. Genre elle rentre tout le temps sans toquer, le mec il est comme ça, il est chez lui, il est en mode j'ose plus rien faire parce que j'ai peur qu'elle rentre à chaque fois sans demander la permission, et lui il est donc atteint du trouble du spectre autistique, mais j'ai trouvé que parfois, alors loin de moi l'idée de me prononcer sur la représentation parce que je n'en suis pas atteinte, donc je peux pas vous dire si c'est bien représenté ou pas, mais j'ai trouvé que parfois c'était utilisé pour légitimer le miscommunication trope, et par exemple il y avait souvent ce truc de dire que notre personnage principal masculin ne ressentait pas les émotions, sauf qu'ensuite il te prouvait à travers 15 000 comportements, 15 000 pensées qu'il en ressentait, et du coup j'étais là, ok, je comprends bien qu'il est censé ne pas être conscient qu'il ressent ses émotions, mais au bout d'un moment j'avais un peu l'impression que c'était juste utilisé pour justifier le fait que la romance n'avance pas, et tous les hauts et les bas de la romance, que j'ai trouvé dommage. Et pour vous parler quand même du résumé, on suit le personnage de Kai qui pense être capable de ressentir aucun sentiment, et il pense que il y a un problème avec lui, et que du coup il refuse impérativement de se mettre en couple parce qu'il a peur que la personne tombe ensuite amoureuse de lui et que lui soit pas capable de réciproquer. Et de l'autre côté on y suit le personnage de Esme qui vit dans la pauvreté. Je sais plus dans quel pays elle vit, un pays d'Asie, mais je saurais plus lequel vous le dire, et il est pas écrit dans le résumé. Et en gros, elle va tomber sur la mère de Kai qui va lui dire écoute, moi ce que je te propose, c'est d'épouser mon fils, voilà, ce qui te permettra d'offrir à ta famille et à sa fille, parce qu'elle a une fille qu'elle a eue hors mariage dont elle s'occupe. Elle lui dit moi je te conseille d'épouser mon fils, je veux lui trouver une femme, tu m'as l'air d'être une femme parfaite, donc je t'envoie en Amérique pendant tout l'été, tu le séduis, à la fin vous vous mariez et tout le monde y est content. Donc voilà, c'est ça le pitch de l'histoire. Mais j'ai pas été hyper déçue dans le sens où j'ai quand même apprécié ma lecture, mais pas du tout à la hauteur de The Kiss Quotient, et si je dois vous en recommander qu'un seul, ça sera pas celui-ci. Ensuite, j'ai lu White Blood de Lim Lina. À chaque fois j'avais envie de dire Mina Lima, mais pas du tout, Lim Lina, et j'adore, franchement, j'aime trop. Ça raconte l'histoire d'une vampire qui veut protéger les humains des vampires. En fait, elle voit tout le mal que font les vampires, et elle se dit moi je vais être celle
qui va protéger les humains et qui va essayer d'anéantir les mauvais vampires entre guillemets, et pour ça elle va s'allier à notre détective ici présent et j'aime trop. Probablement l'une de mes meilleures lectures de ce mois-ci, c'est The Invocations de Crystal Sutherland, que j'ai adoré, par l'autrice de House of Hollow, ou Les Sœurs Hollow en français. C'était une pépite, et dans celui-ci on y suit 3 jeunes femmes qui vont en fait avoir leur destin lié quand une sorte d'entité masculine va émerger et va commencer à s'en prendre aux femmes qui ont des invocations. Les invocations, c'est quand en fait on va attacher un démon à votre âme, à votre corps, pour vous offrir un pouvoir en particulier. Ça, c'est le pouvoir d'un de notre personnage qui est capable de faire ça. Et voilà, elle attache les démons à une jeune femme pour lui accorder un pouvoir particulier, jusqu'au jour où il y a cette entité masculine qui vient et qui commence à tuer toutes les femmes qui ont des invocations. Et donc nos 3 personnages principaux, qui ont chacune un but différent, eh bien, vont essayer de s'allier pour stopper cette entité, sachant qu'elles ont, comme je vous ai dit, chacun un but derrière, et j'ai adoré parce que c'est 3 femmes qui sont complètement différentes, mais on s'y attache à chaque fois, quelle qu'elle soit, et j'ai adoré le livre audio, je l'ai écouté sur BookBeat, et franchement j'ai trouvé que la narratrice réussissait très bien à incarner ces 3 personnages-là avec la même voix, et on ressentait à chaque fois la personnalité de chacune. C'est encore une fois un livre qui est hyper atmosphérique, très engagé, très féministe, très sur les femmes et la résilience, et j'ai trop aimé. Je pense que j'ai encore plus aimé que House of Hollow. Ensuite, j'ai lu La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, le tome 1 de la trilogie des Cités Divines, et c'était mon tout premier Robert Jackson Bennett. J'ai pas du tout été déçue. Je dois dire que les 25 premiers pourcents, c'est un petit peu dur de rentrer dedans, mais ça c'est normal avec la fantasy adulte, c'est un univers qui est très riche, une intrigue assez complexe, le temps de rentrer dedans, mais une fois qu'on est vraiment dedans, c'est absolument génial. Pour vous parler du résumé, donc les Cités Divines, c'était avant des cités qui étaient régies entre guillemets, ou en tout cas bénies par des dieux qui avaient des pouvoirs divins entre guillemets, jusqu'au jour où il y a un territoire, une armée qui va leur déclarer la guerre et qui va décimer les dieux, ce qui va faire tomber la cité divine, qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est Bulikov, ça ressemble à ça, voilà, c'est vraiment complètement détruit, il ne reste que des vestiges, et depuis les conquérants qui ont pris le contrôle de cette ville, interdisent en fait le fait de se renseigner sur le passé. C'est eux qui ont le contrôle de l'histoire maintenant, sauf que quand il y a le meurtre d'un professeur qui va se passer, on va envoyer notre personnage principal qui s'appelle Shara, je crois, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Shara, elle va venir enquêter et elle va se retrouver aussi à devoir plonger dans le passé de la ville 70 ans plus tôt, avant que les dieux ne soient anéantis, même si c'est complètement interdit par la loi. Et c'était très bien, très envie de lire la suite. Petite déception ce mois-ci, enfin même pas petite déception, classique sur celui-ci, Fury de Alex Michaelides. C'est un auteur que j'adore, j'avais beaucoup aimé The Maidens et The Silent Patient de lui, mais j'ai été assez déçue par celui-ci parce que ça se veut, vous savez, un peu dans la vibe de Agatha Christie, avec plein de personnes célèbres, des amis célèbres, mais qui sont pas vraiment amis parce qu'en fait peut-être ils s'aiment pas entre eux, on sait pas, bref, qui sont envoyés en vacances sur une île, va y avoir un meurtre, et le récit dit au début, l'auteur dit au début que c'est pas un whodunit mais un whydunit, donc en gros on ne cherche pas qui l'a fait mais pourquoi est-ce que ça a été fait, et c'est plus une étude de la psychologie des personnages. Et j'ai trouvé que le livre parfois se voulait assez prétentieux, mais c'était pas assez bien fait pour pouvoir se le permettre. Enfin, je vous dis ça, c'est subjectif, hein. Mais du coup, je trouvais que, comme le disait l'auteur, ça voulait être une étude de la psychologie des personnages, sauf que c'était pas assez bien construit en fait pour que le livre repose sur ça. Ça reste très prévisible en plus, je trouve. Et si vous souhaitez lire ce genre de livre, lisez plutôt des Agatha Christie, parce que là, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes, et surtout de la manière dont le livre s'auto-vendait, entre guillemets. Après, bien évidemment, j'ai lu le dernier, Crescent City de Sarah J. Maas, donc House of Flame and Shadow, que j'ai bien aimé. Je pense que c'est mon préféré des 3, même s'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé, notamment 2 personnages que je ne vais pas vous citer, qui m'ont insupporté de A à Z dans ce récit. Vraiment, c'est des personnages, je sais en plus qu'on va les avoir dans la suite, donc ça me fatigue d'avance. Par contre, vis-à-vis de la fin du tome 2, pas de spoil, hein, toujours, mais j'avais de grosses attentes, et là-dessus, mes attentes ont été assez respectées. J'ai pas été déçue de la manière dont ça a été fait, même si je sais que beaucoup de gens l'ont été. Moi, c'est pas mon cas parce que je savais à peu près à quoi m'attendre, et du coup, j'ai pas été déçue. J'ai préféré le personnage de Bryce dans ce tome-là. Par contre, encore une fois, j'ai aussi un gros problème avec la romance dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de vulgarité, et je trouve que on est trop
justement dans la vulgarité, ce qui fait qu'à la fin, en fait, on n'arrive pas à ressentir de douceur, d'alchimie, parce que tout est toujours dans les gros mots parlés de manière très très crue, et de temps en temps c'est bien quand c'est H24, bah moi du coup j'arrive pas à m'identifier à leur relation, à ressentir vraiment, bah, comme je vous l'ai dit, de la douceur, de la tendresse, et c'est dommage, et je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est la saga que j'aime le moins de Sarah J. Maas, même si à chaque fois je la dévore, et bah, je l'ai annotée comme jamais. Après, je les ai pas avec moi, mais j'ai lu 2 tomes de One Piece. Je voulais en lire beaucoup plus ce mois-ci, mais ben voilà, ça ne s'est pas fait parce que j'ai lu pas mal d'autres trucs. Donc je vais essayer d'en lire plein au mois de mars, mais comme d'hab, j'aime trop. Là, je suis dans l'arc de Skypiea, c'est très très cool. Et j'évite à chaque fois de vous en parler trop en détail parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire à part que j'apprécie toujours. Et en termes de BD, j'en ai lu 2. J'ai lu Roméo et Juliette, les classiques en roman graphique, donc publiés aux éditions Larousse. Et là où j'avais bien aimé l'adaptation de Hamlet dans ce format, je suis pas fan de celui-ci, mais tout simplement parce que l'histoire de Roméo et Juliette, c'est pas mon histoire préférée. Le Insta-love comme ça, je suis pas fan. Et j'ai pas trouvé que le format là, en dessin, apporte quelque chose de plus. De toute façon, je trouve que c'est une histoire qui est très rapide et bah, je l'ai trouvé tout aussi rapide. Et du coup, il y a ce truc de, même si c'est un classique de la littérature, je suis très détachée en fait à chaque fois de cette histoire. Et le côté ici illustré ne m'a pas apporté quoi que ce soit en plus. Mais encore une fois, je pense que ça peut être une bonne manière pour quelqu'un, soit enfant, de découvrir ce mythe, soit tout simplement de le redécouvrir vous en tant qu'adulte si c'est votre mythe préféré par exemple, sachant qu'il y a forcément des choses qui sont des raccourcis qui sont pris parce que bah voilà, c'est un format illustré. Et enfin, j'ai lu San Francisco 1906 de Damien Marie et Fabrice Médour, les 3 Judith, et celui-ci pareil, déception, parce que j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. C'est pas, je pense que c'est tout simplement peut-être pas mon style d'histoire. J'ai aimé le côté on apprend ce qui s'est passé donc la nuit de 1906 quand il y a eu donc ce tremblement de terre à San Francisco. Il y a aussi pas mal de vraies personnes qui sont incorporées au milieu des personnages fictifs, et à la fin on a tout un livret qui vient nous détailler l'histoire de ces personnages et aussi un petit peu plus en détail ce qui s'est passé donc le soir du tremblement de terre en 1906, mais pour vous donner le résumé quand même de ce qui se passe dans celui-ci, là c'est fictif hein, mais c'est incorporé dans des événements réels, et c'est écrit 17 avril 1906, la nuit tombe sur San Francisco, et comme tous les soirs, la petite femme de chambre vient prendre son service au majestueux Palace Hotel. Elle reçoit ses instructions pour s'occuper de la vedette du jour, Enrico Caruso, le fameux ténor italien qui se produit en ce moment même sur la scène du Grand Théâtre Central. En vérifiant la bonne tenue de sa chambre, elle découvre un colis qu'elle n'aurait pas dû voir et qui la propulse entre les mains des pires clans criminels de la ville, prête à tout pour le récupérer. Alors que l'issue semble de plus en plus désespérée pour la jeune fille, le sol se met à trembler. Et voilà, en fait j'ai pas accroché avec toute l'histoire autour de l'œuvre d'art qu'elle trouve, quand elle se fait prendre par les clans. Enfin en fait je pense que si vous aimez ce genre d'histoire de guerre de clans, d'intrigues de ce type, vous aimerez bien. C'est pas ce que j'apprécie, donc je continuerai pas, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon ouvrage, je pense que c'est vraiment juste pas ce que j'aime lire en fait. Et voilà qui conclut mon bilan de lecture du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois. Et puis surtout s'il y a des livres que j'ai mentionnés que vous avez lus vous aussi. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.